Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les courbes de demande de facteurs inverses. Nous allons voir dans un premier temps la signification de cette notion de courbe de demande de facteurs inverses, voir comment on représente graphiquement la courbe de demande de facteurs inverses et ensuite faire un exemple numérique où nous allons calculer l'équation d'une demande de facteurs inverses. Donc, on a vu dans les dernières vidéos que les fonctions de demande d'inputs mesuraient la relation qui existe en fait entre la quantité d'input optimale et son prix. C'est-à-dire qu'on nous donnait un prix au début, donc P de 1. Donc là, on parle exclusivement du prix de l'input. Donc, on ne comprend pas P de 1 et P. P, c'est le prix de l'output. Donc ça on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse uniquement au prix de l'input, c'est-à-dire P1 quand on est avec un input et P1 et P2 quand on est avec deux inputs. Donc là, on va plutôt se concentrer quand on est avec un input, mais ça va être exactement la même chose pour deux inputs. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Et en fait, la courbe de demande de facteur inverse, elle mesure la même relation, c'est-à-dire que la fonction de demande normale, donc la relation qui va lier la quantité d'input optimale et le prix, mais cette fois-ci, en fait, sous un angle différent, c'est-à-dire qu'elle mesure quel doit être le prix d'un input pour qu'une quantité donnée d'input soit demandée. C'est-à-dire que, alors que tout à l'heure, on parlait tout d'abord de quantité d'input et en fonction de ça, on a un prix et du coup, on veut savoir quelle sera la quantité d'input optimale. Là, c'est l'inverse. On a une quantité optimale et on veut savoir quel est le prix qui va être nécessaire pour avoir cette quantité optimale. D'accord? Donc, c'est l'inverse, en fait, c'est un angle différent, tout simplement. Et donc, graphiquement, pour représenter les courbes de demande de facteurs inverses, on va placer le prix P1 en ordonnée et la demande optimale de facteurs en abscisse à partir de l'équation P1 égale à P fois f' de x1 avec P et x2 quand on est avec deux variables qui sont données. Donc le prix P on le connaît, x2 on le connaît et donc il suffira en fait, on aura juste x1 et P1 qu'on ne connaît pas. Et graphiquement, bon là, je vous ai fait un petit schéma très brouillon, mais ça c'est pour que je puisse vous expliquer pourquoi la courbe elle est décroissante. Donc graphiquement, comme je vous ai dit, en abscisse, on place x1 en ordonnée P1, et donc la courbe de demande d'inputs inverse a une pente négative. Pourquoi elle a une pente négative? Donc c'est là où ces schémas très brouillons vont intervenir. On est d'accord que là, on est depuis le début, on est sur des rendements d'échelle qui sont décroissants pour étudier, parce que c'est les rendements d'échelle les plus couramment rencontrés. Donc, lorsque les rendements d'échelle sont décroissants, on a la fonction de production qui a cette forme-là, convexe. Et on a la productivité marginale qui est décroissante. Et en fait, c'est grâce à l'hypothèse de décroissance du produit marginal, donc la productivité marginale, que c'est décroissant. Pourquoi? Parce que l'équation en fait de ça, c'est P1 égale à P fois f' de x1. Mais f' de x1, c'est la productivité marginale. Et elle est décroissante. D'accord? Donc, si on fait P fois quelque chose qui est décroissant, prenez une fonction qui est décroissante, multipliez-la par un nombre, parce que P c'est un nombre, P finalement c'est un nombre qui est donné, c'est un prix, c'est le prix de l'output, et il est positif. Donc, on a quelque chose qui est décroissant qu'on multiplie par un nombre positif. Ça restera décroissant. Donc, c'est pour ça que vu que la courbe de la productivité marginale, elle est décroissante, si on la multiplie par un nombre qui est positif, ben, elle reste décroissante. Donc, c'est pour ça que la courbe de demande de facteur inverse, elle est décroissante. C'est parce que son équation dépend de la productivité marginale et celle-ci, elle est décroissante. Donc, avant de voir l'exemple ici numérique et de trouver en fait comment, dans un problème de maximisation, vous allez trouver l'équation de la courbe de demande de facteur inverse. Avant ça, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent sur Internet depuis chez vous. Donc, vous avez deux liens qui vous permettent de générer de l'argent tous les mois via Internet et un lien qui vous permet de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez sur Internet en faisant vos achats en ligne via une application. Le lien de cette application est en description. Donc, ici, on a un exemple, toujours le même, celui qu'on avait vu dans les dernières vidéos de maximisation de profit, dans la playlist microéconomie S2. Donc, on prend un input, f de x1, qui est égal à racine de x1, donc, et on a P1 qui est donné et P2 qui est donné. Ici, tout d'abord, j'ai fait
j'ai calculé la maximisation de profit. D'accord? Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la fonction de demande. Donc, ça, c'est la fonction de demande normale. C'est-à-dire on dit que P1 est égal à P fois F' de X1. Ça, c'est pour maximiser le profit. Donc, après, ce que je fais, c'est que je remplace. Ce que je fais, c'est que le but, ça sera d'isoler le X1. Donc, le but, c'est de l'isoler. Donc, je fais différentes manipulations pour l'isoler. Tout d'abord, je dérive la fonction de production par rapport à x1. Donc, j'obtiens que c'est p fois 1 sur 2 racines de x1. Puis ensuite, j'isole le racine de x1 tout seul. Dans un premier temps, le p, je le mets de ce côté. Donc, on a p1 sur p égale à 1 sur 2 racines de x1. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que le 1 sur 2 racines de x1, tout simplement, quand je vais isoler ça, ça fait p fois 1. Donc, en fait, je vais inverser. C'est-à-dire que pour avoir 2 racines de x1, 2 fois racine de x1, pour que le 1 parte, j'inverse. Donc, j'ai p sur p1 est égal à 2 racines de x1. Puis ensuite, je divise par 2. Donc, j'ai p divisé par 2p1 est égal à racine de x1. Puis, je mets le tout au carré. Donc, ici, j'ai p au carré, 4, parce que le 2 au carré, ça fait 4. p1 au carré est égal à x1. Donc, ça, c'est la fonction de demande pour avoir le panier optimal. Enfin, pardon, pour avoir l'input optimal. Maintenant, si je veux juste avoir l'équation de la courbe de demande de facteur inverse, je repars d'ici. Je dis que P1, c'est égal à P fois F' de X1. Et ce que je fais, c'est que, comme tout à l'heure, je remplace F' de X1 par sa dérivée. Donc, je dérive ça par rapport à X1. C'est égal à P fois la même chose, 1 sur 2 racines de X1. Et là, en fait, j'ai l'équation de ma courbe de demande inverse qui va associer à chaque x1 un prix. Là, vous pouvez voir que là, en temps habituel, on va associer en fonction de P1, parce que là, le P va être donné. Là, le P, il est donné, c'est 2, donc on peut remplacer ça par 4 si on veut. Donc là, si je remplace ça par des valeurs, ça fait 4 divisé par 2 fois 2, donc P1, si le P1, du coup, je le garde en variable, P1 au carré, est égal à X1. Donc ça, on peut voir en fait que c'est on change de prix et à chaque fois, on va obtenir une nouvelle quantité optimale. Là, c'est l'inverse. Là, c'est on change de quantité optimale pour avoir un nouveau prix. Parce que là aussi, je peux encore remplacer le P par 2. Donc là, je peux mettre 2 si je veux. Et donc, ça va faire 2 divisé par 2 racines de X1. Et donc, ça me fait 1 sur racine de X1 est égal à P1. Donc là, en fait, je vais faire varier ma quantité optimale. Et à chaque fois, si en fait, je me dis, je veux que ma quantité optimale est égale à 5. Quel est le prix en fait qu'il me faut pour que ça soit égal à 5? Ben là, en fait, il faut que je remplace ça par 5 et que je trouve ma valeur. Là, on va prendre une valeur en fait pour vous montrer que c'est ça. Ici, si P1 est égal à 1 quart, d'accord? Si P1 est égal à 1 quart, j'ai 4 divisé par 2 fois 1 quart au carré. 1 quart au carré, ça fait quoi? 1 quart au carré, ça fait 1 quart fois 1 quart. Donc, ça me fait 1 huitième. 2 fois 1 huitième, ça me fait 1 quart. Donc, 1 quart, 4 divisé par 1 quart, ça me fait combien? Ça fait 16. Donc, 4 divisé par 1 quart, ça me fait 16. Donc, x1 égale à 16. OK? Donc, quand P1 est égal à 1 quart, x1 est égal à 16. Maintenant, je veux que x1 est égal à 16. Donc là, ici, dans la fonction inverse, on raisonne à l'inverse. Là, on met un prix et je veux connaître ma quantité optimale. Et là, l'inverse. Je veux donner une quantité optimale et je veux connaître le prix qu'il me faut pour avoir cette quantité-là. Donc là, je mets que x1, on va dire, est égal à 16. Donc, racine de 16, c'est 4. 1 quart. Donc, il faut que P1 est égal à 1 quart. Et là, on retrouve la même chose. Mais on fonctionne de manière inverse. Là, j'ai un prix et en fonction du prix, je vais avoir une quantité optimale. Là, j'ai une quantité optimale et je vais savoir le prix. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre qu'est-ce que c'est que la courbe de demande de facteur inverse. Si jamais vous avez une question, ou que j'allais un peu trop à la fin, c'était un peu brouillon, je l'avoue, mais si vous n'avez pas compris quelque chose,
écrivez-le moi en commentaire, je vous l'expliquerai à l'écrit. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.